Bonjour à tous, et bienvenue sur ce webinaire champion. Comme vous le savez, nous sommes cette semaine dans notre semaine complète de webinaires pour présenter les champions du pôle systématique 2024. Et donc voilà, je vous fais un petit rappel donc, de cette semaine. On a eu Scalings sur la dimension je perds mes mots, sur la dimension donc des composants électroniques. On a eu Uavia sur la dimension du drone, Sequoia hier, très intéressant sur la cybersécurité. Et aujourd'hui, nous avons Probable et demain Candela. Voilà donc une semaine très riche, très enrichissante pour ceux qui ont suivi nos webinaires. Et je vous invite à suivre le replay si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir ou alors de suivre le direct aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce qu'un champion? Alors, juste pour vous rappeler que le pôle systématique met en avant des champions depuis 2011. Et donc, en cette année 2025, nous allons fêter les 25 ans, les 20 ans pardon, du pôle, décidément, les 20 ans du pôle systématique et des pôles en général. Et donc, ce sera l'occasion de mettre en avant un certain nombre d'initiatives sur le périmètre champion. Donc, cette année, nous avons eu un jury particulièrement intéressant, que vous allez découvrir dans le slide suivant, qui a pu mettre en avant nos champions délibérés. Donc, un millésime particulièrement de maturité et de consolidation sur ces 5 champions. Ils adressent tous des sujets qui sont vraiment stratégiques sur la deep tech européenne et ils ont vraiment, en quelque sorte, une dimension très pragmatique dans leur modèle économique et dans leur gouvernance. Et c'est ça qui a vraiment plu au jury. Donc, juste pour rappel sur le principe de sélection des champions. Donc, d'abord, c'est des hubs technologiques ou des enjeux, qui sont la composante du pôle, qui vont, en quelque sorte, identifier et mettre en avant un potentiel champion. Ce potentiel champion, il est porté par le coordinateur du hub qui va le présenter à un jury et ce jury va, à partir d'un certain nombre de périmètres de sélection, va accepter la candidature et ensuite recevoir le champion pour une audition. C'est une audition qui a eu lieu il y a quelques mois déjà et dans laquelle toutes les équipes se sont présentées à notre jury. Fort de ça, les décisions ont été entérinées et c'est à ce moment-là que les champions ont été désignés et présentés il y a quelques semaines. Alors, on va avoir la possibilité de poser des questions. Vous pouvez dès maintenant poser des questions, mais les questions, nous y répondrons enfin, les équipes de Probable, bien sûr, y répondront en fin de séance. Donc, dès maintenant, sur le chat, vous n'hésitez pas, vous envoyez vos questions. Elles seront traitées au fil de l'eau et elles seront justement pas traitées au fil de l'eau, elles seront enregistrées et elles seront traitées en fin de webinaire. Alors maintenant, j'aimerais savoir si mon cher camarade Kamel est parmi nous. Alors, je vais faire monter sur scène Kamel, qui est mon collègue, qui vient de reprendre la dimension du hub DSAI. Et c'était important de le présenter, puisque comme vous le savez, Probable intervient sur 2 hubs, le IA, le DSAI et le hub open source. Kamel, c'est à toi. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci infiniment pour cette invitation, Christian. Toujours ravi de faire partie de cette semaine des champions. Voilà, et en particulier quand c'est une entreprise qui fait en partie de l'intelligence artificielle. Et ça va laisser aussi l'opportunité à Systématique de pouvoir aussi présenter effectivement la dimension, la thématique IA que je porte au sein de l'écosystème. Je vais me présenter rapidement, du coup. Donc, Kamel Merzouk, je suis arrivé à Systématique il y a 3 ans et depuis le début de l'année 2025, je porte la coordination de la thématique Data Science and Artificial Intelligence
Voilà, donc je vais peut-être rappeler ce qu'on fait aussi en général dans le sens des pôles et dans tous les hubs et enjeux des pôles. Donc effectivement, on a une vraie dynamique de pousser l'innovation collaborative entre tous les acteurs. Et ce qui est intéressant sur le cadre Probable, c'est quand même le cadre d'une mission de recherche qui est devenue une entreprise. Donc ça, c'est intéressant et ça montre bien la dynamique des pôles de compétitivité. Et globalement, voilà, notre mission première en tant que pôle de compétitivité, effectivement, est de labelliser les projets d'innovation et de mettre les experts en face des projets sur lesquels on souhaite effectivement faire de la subvention de R&D, subvention publique notamment, et on aide aussi au développement de ces entreprises-là par différents axes. Donc, l'IA, je vous laisse imaginer que depuis cette année, et pour preuve, parce que je suis désolé s'il y a du bruit derrière, parce que je suis au campus cyber en même temps, où il y a notamment actuellement l'allocution de Clara Chapaz sur le projet de loi résilience, que je vous inviterai à regarder, qui sera important aussi sur les sujets des modèles d'intelligence artificielle. Et en même temps, on a un événement systématique lié à la cybersécurité, le Zero Trust. Donc ça, au sein de Systématique, c'est un des sujets effectivement qu'on traite de manière assez active, parce que l'IA et la cyber ont un lien très très fort, quasi même unique, avec tout l'avènement de ces dernières années de l'intelligence artificielle. On aura forcément des problématiques alors de l'IA pour la cyber, alors qui serait profitable pour la cyber dans un sens, que ça peut être la détection de fraude, détection effectivement de hacking, voilà, sur des procédures de cybersécurité, mais aussi à l'inverse sur la sûreté de l'intelligence artificielle, qui est une thématique qui est très très importante au sein de Systématique notamment, et sur lequel on a monté un groupe de travail au début de l'année en lien avec justement le hub cybersécurité et le hub data science and AI. Donc voilà, on met vraiment un point fort sur ce sujet, à pouvoir porter en tout cas une dimension et apporter une feuille de route voilà, sur les solutions possibles actuellement et sur les projections qu'on pourrait avoir. Donc à titre d'exemple, du coup, c'est les présidents qui ont récupéré le début de cette feuille de route, ce white paper qui fera environ 4 ou 5 pages pour faire une restitution à la fin de l'année sur ces sujets et de pouvoir proposer soit des axes d'innovation collaborative ou de trouver les solutions qui seraient sur l'exemple de cas d'usage affiliés à la sûreté de l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on a un vrai sujet là-dessus. Également sur l'IA et l'open source, parce que effectivement, on peut pas parler de technologie sans parler open source d'une manière ou d'une autre. Et là où c'est intéressant, l'exemple de Probable est quand même hyper structurant pour les sociétés d'IA, que ce soit effectivement des sociétés d'IA logiciels propriétaires, mais aussi dans l'open source, où on voit effectivement qu'avec un état d'esprit open source, on peut développer des très beaux modèles d'intelligence artificielle. Et ça, c'est hyper inspirant pour tous les acteurs. Et je serais ravi d'accueillir Probable, moi, de manière proactive au sein du hub de Data Science and AI pour justement avoir l'enjeu de cette expertise au sein de Probable et de pouvoir inspirer les sociétés innovantes parce que on a besoin d'élever ce côté compétitif en France sur l'intelligence artificielle au sens large, et tout entrepreneur est le bienvenu justement pour participer à ce développement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus au sein du hub DSAI? C'est que concrètement, on essaye d'animer cette communauté de chercheurs, d'entrepreneurs, d'académiques, de collectivités publiques par différents volets, que ce soit effectivement sur l'aspect recherche et innovation. Je prends exemple, la semaine dernière, on a parlé notamment d'IA générative et des LLM avec l'IRT, Thales, lors d'un événement lié au hub DSAI. Et tout au long de l'année, voilà, on aura l'occasion, en tout cas, d'écouter nos membres et de proposer les meilleures thématiques les plus intéressantes en termes d'innovation et celles qui ont aussi des enjeux forcément de souveraineté pour la France. Donc voilà. Globalement, on est une communauté très active au sein de Systématique. On essaye d'apporter une dynamique qui est celle portée depuis le début de l'année, notamment par l'IA Summit, et de proposer des thématiques qui soient en lien avec les stratégies, certes gouvernementales, mais aussi les stratégies de compétitivité pour les entreprises privées. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie de regrouper un maximum d'acteurs, d'experts, pour pouvoir justement contribuer à des belles feuilles de route et proposer du contenu assez intéressant dans le cadre de l'innovation. Voilà, merci beaucoup. Merci Kamel. Eh bien, merci. C'était bien que tu puisses te présenter et donner la dynamique du hub que tu coordonnes depuis quelques semaines. Super, eh bien, voilà, il est temps de passer la parole à nos champions.
à l'équipe Probable qui va nous parler d'un sujet très, très intéressant. Donc, messieurs, c'est à vous. Merci Christian, merci Kamel. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous parler de Probable, mais surtout, nous allons travailler la copie pour comprendre le terrain de jeu, les enjeux sur le terrain de la science des données, à travers une entreprise qui est la nôtre, mais qui est aussi la vôtre, puisque c'est une entreprise issue d'un partenariat très fort entre le public, INRIA en l'occurrence, puisque nous sommes une spin-off d'INRIA. Nous sommes une entreprise à mission dont l'État est coactionnaire. Donc vous êtes tous ici, je pense, en tout cas si vous êtes français et payez vos impôts en France, alors vous êtes coactionnaire de cette entreprise. Et c'est une entreprise qui a pour mission de créer des communs numériques pour la science des données et des solutions, évidemment, pour la mettre en œuvre en toute maîtrise. C'est précisément ce sujet-là qui nous importe parce que, comme vous le savez, nous souffrons d'un manque de souveraineté numérique en Europe, de manière générale, avec des acteurs surpuissants, notamment aux États-Unis, mais pas que, qui font que nous avons moins de maîtrise. Nous sommes quelque part locataires, trop souvent, de technologies qui font que l'on perd cette maîtrise et la combinaison du numérique, du logiciel et encore plus avec cette IA font que nous sommes dans une accélération infernale qui nécessite de travailler cette notion de maîtrise endogène, locale. Comment maîtriser sa science des données et comment la posséder, au sens anglophone, own, qui signifie posséder, mais aussi maîtriser. Donc, Probable se positionne comme un acteur qui est issu d'un laboratoire de recherche, l'INRIA, mais qui est issu aussi de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Donc, l'État français a identifié un actif dont Gaël Varocco, à nos côtés ici, parlera juste après. Cet actif est un actif extraordinaire dont nous pouvons être fiers, évidemment, puisqu'il a été largement incubé au sein d'INRIA, mais qui est un produit qui appartient déjà à l'humanité tout entière, puisqu'il s'agit d'un commun numérique, un produit open source, avec une licence qui fait que le monde entier se l'est déjà approprié. Ceci étant dit, cette technologie est largement maîtrisée par un centre de gravité qui était à INRIA et qui aujourd'hui se retrouve chez Probable. Donc nous sommes l'opérateur au moins de la marque Scikit-Learn dont je parlerai, mais Probable a un terrain de jeu qui est un peu plus vaste et nous proposons un ensemble d'outils open source, de solutions, de services, dont nous vous parlerons juste après avec Warit et Nicolas, pour accompagner les entreprises dans cette maîtrise, dans l'optique d'obtenir, à partir de la donnée, les fruits de la donnée. C'est cette science des données qui, autrefois, était plutôt artisanale, qui se professionnalise et qui fait que l'entreprise aujourd'hui devient performante parce qu'elle maîtrise cette chaîne tout entière qui va de la captation de la donnée, qui s'ensuit par une urbanisation de la donnée, une augmentation de la donnée et un nettoyage de cette donnée pour enfin permettre à une intelligence artificielle, c'est-à-dire des algorithmes, de s'épanouir sur ce terreau fertile et d'en extraire la quintessence qui permet finalement de générer de l'applicatif, comme par exemple des moteurs de détection de fraude, évoqués par Christian tout à l'heure. Nous avons aussi des moteurs de recommandation. Et donc cette IA va s'épanouir sur cette donnée, extraire des intuitions que l'humain n'a pas la facilité de faire parce que ça nous dépasse. Et lorsqu'on dit data, on parle souvent de big data, c'est-à-dire beaucoup plus de données que nous ne sommes capables d'en ingérer en tant qu'individu. Et donc, c'est ce substrat qui correspond à une potentialité très forte. Et évidemment, dans un environnement extrêmement compétitif, chaque entreprise sur sa verticale, que ce soit banque, assurance, santé, logistique, e-commerce, toutes les verticales, toutes les industries ont besoin de s'outiller pour maximiser la valeur qui est souvent cachée chez eux-mêmes, c'est-à-dire que les données internes en entreprise doivent être traduites pour justement obtenir des gains de productivité et donc de compétitivité. C'est le sens de l'histoire et notre proposition est très simple, elle est devant vos yeux, Own Your Data Science. C'est notre proposition de valeur à travers des outils open source qui font que vous n'êtes pas bloqué dans la pile technologique que vous adoptez, et évidemment des services pour vous accompagner dans cette mise en œuvre.
Voilà, donc j'en reste là. Je suis à votre disposition par la suite, par le biais des questions-réponses que vous pouvez poser dans les outils qui sont à votre droite. Et je vous présente Gaël Varocco, qui est un de nos cofondateurs, mais surtout un des cofondateurs de Scikit-Learn et directeur de recherche à l'INRIA. Gaël, à toi la parole. Voilà, donc bonjour, je vais vous parler très vite fait de Scikit-Learn, qui est, comme la slide le dit, un outil incontournable pour la science des données, même s'il n'est pas connu du grand public, car la science des données est parfois un tout petit peu technique. Donc, historiquement, on a eu une carence de marketing, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Scikit-Learn est né avant tout dans les labos de recherche, il y a 15 ans, entre autres, et beaucoup à INRIA, et a été développé beaucoup à INRIA et dans les labos de recherche. Et donc, on n'est pas forcément les plus connus sur la place publique, mais si on va gratter un petit peu les chiffres, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment l'outil numéro 1 de machine learning. Ça se voit par exemple au nombre journalier de téléchargements. Donc, il y a 3 millions de téléchargements journaliers. C'est assez impressionnant et donc sensiblement plus que des outils plus connus par le grand public comme PyTorch ou TensorFlow. Alors, le grand public, disons le grand public dans le monde autour de la tech. Une autre métrique intéressante, c'est le nombre de codes qui nous réutilisent. Donc même chose, on a 1,1 million de codes sur GitHub qui nous réutilisent, donc vraiment une quantité assez pharaonique. Ou une autre manière de voir les choses, c'est de poser la question dans des sondages aux data scientists, en gros, quels outils utilisez-vous? Et 80% des data scientists utilisent Scikit-Learn. Donc c'est vraiment une utilisation assez majeure. Donc en fait, pourquoi ça? Peut-être parce qu'on entend toujours parler des modèles les plus impressionnants les uns derrière les autres. C'est un peu comme si on pensait que toutes les voitures sur la route étaient des Formule 1. En fait, quand on fait des sondages et qu'on regarde en fait quels sont les outils de machine learning que les gens utilisent le plus, et bien en fait c'est des outils relativement simples. La régression linéaire étant l'outil le plus utilisé, et ce qu'on voit en fait, c'est que sur ces outils-là, eh bien Scikit-Learn implémente les outils les plus utilisés, pas forcément la Formule 1. Et c'était un choix d'ailleurs historique, c'est des choix de frugalité qui nous ont amenés vers ça. Donc, sans rentrer dans les détails, Scikit-Learn, c'est un outil open source, donc c'est une licence qui est BSD, donc techniquement, c'est une licence qui donne énormément de flexibilité à la réutilisation et à la modification. Et derrière, en fait, cette licence, derrière cette dynamique, en fait, on a une dynamique de communauté. C'est-à-dire que Scikit-Learn, ça a été amélioré par plus de 2000 personnes dans le monde. Donc, historiquement, beaucoup de gens qui étaient à INRIA et qui sont maintenant à Probable, mais on travaille comme une communauté. Peut-être qu'on peut dire qu'on travaille comme Wikipédia avec plein de monde qui arrive et qui améliore. Et c'est ça qui fait en fait la qualité du logiciel. Et donc, en 2024, l'équipe Cœur s'est joint à Yann et a fondé Probable. Donc, les bénéfices de l'open source, et pourquoi nous on y croit, déjà c'est parce qu'on est très proche de l'utilisateur et du besoin. Donc, cette proximité de l'utilisateur nous permet en fait de faire un meilleur outil technique. Et puis, quelque chose de très important, c'est que l'open source en fait est de façon générale plus adaptable et la valeur de la donnée vient généralement de adapter les traitements à la valeur dans l'entreprise. Voilà, et je vais passer la main à Warid qui va vous parler de ce genre de choses. Merci, je suis ravi d'être là pour vous parler de données, d'IA et d'entreprise avec des gens que j'admire, Yann que je suis depuis très longtemps dans différents domaines de l'IA, le calcul, la donnée, maintenant les algorithmes, Nicolas pour son travail sur les knowledge graphs et Gaël que j'admire depuis des années pour justement parce qu'il a contribué à Scikit-Learn et que j'utilise en entreprise depuis là aussi des années. De quoi on parle? On parle de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer rapidement de vous donner une analogie, deux analogies, pour distinguer comment on en fait et pourquoi on en fait. L'informatique, si je devais en parler de manière très simple, c'est écrire et respecter une recette de cuisine. Il y a des instructions, on essaie d'avoir du talent pour les écrire, pour les exécuter, et à la fin, si tout se passe bien, il y a un bon plat. L'intelligence artificielle, l'analogie que je préfère, c'est pas la recette de cuisine, c'est plutôt apprendre à faire du vélo. Je crois que nous savons tous ici qu'il est absolument inutile d'expliquer à quelqu'un comment on fait du vélo avec des mots.
Il vaut mieux mettre cette personne sur un vélo et lui demander de se nourrir de l'expérience du réel qu'elle a. En tombant de temps en temps, c'est possible, mais au bout d'un moment, la personne va apprendre à faire du vélo parce que elle a en entrée, si on la modélise comme un modèle, hein, cette personne, une expérience, un retour du réel que j'appelle X, et elle décide des choses, et je vais appeler ça Y. Et notre mission de mathématicien appliqué, c'est de trouver F, et je vous promets qu'il n'y a pas d'autre formule dans cette histoire aujourd'hui. F, le modèle mathématique, le modèle en intelligence artificielle, qui à partir d'une expérience X, une question, une image, un prompt, donne une réponse Y. Donc ça peut être ce qu'il y a dans l'image, que réagir, est-ce que je dois pencher mon vélo, est-ce que je dois utiliser mes pieds d'une certaine façon pour maintenir l'équilibre. Donc voilà deux analogies, l'informatique d'un côté et l'intelligence artificielle qui se sert de l'informatique bien sûr, pour effectivement évoluer. La question personnelle que je me suis toujours posée et que je me poserai je pense de ma carrière, c'est qu'est-ce que l'intelligence tout court? Donc j'utilise les mathématiques appliquées pour essayer d'avoir quelques éléments de réponse, mais je sais que ça va me poursuivre encore longtemps cette affaire-là. Pourquoi on devrait utiliser tous de l'intelligence artificielle en entreprise? Je me suis permis de faire ce diagramme, une sorte de boucle vertueuse que toutes les entreprises, à mon humble avis, devraient connaître. Il y a une intelligence artificielle qu'on utilise pour faire des produits. Ces produits créent des données, notre matière première, qui vont alimenter encore plus l'intelligence artificielle, la fameuse expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces produits vont générer des profits, et avec ces profits, vous pourrez encore faire de l'IA. Cette boucle vertueuse, c'est à la fois une très bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle si les entreprises prennent le train en marche, parce que vous voyez, ça augmente au fur et à mesure avec des données, un capital de connaissances qui est exclusif pour l'entreprise. C'est-à-dire que même des gens très intelligents dehors ne pourraient pas avoir, puisque c'est vous qui les avez créés, avec vos propres produits. Donc ça, c'est important à connaître. Et en même temps, si vous perdez du temps, vos concurrents vont l'utiliser avec un temps d'avance qui est quasiment irrattrapable au bout de quelques années. Donc ça, c'est un peu la slide urgente que vous devriez retenir. L'intelligence en entreprise, c'est fondamentalement pour créer de la valeur. Ça aussi, c'est un message fort que nous apprenons à répandre à travers Probable. C'est que la valeur, c'est quelque chose en entreprise qui n'est pas l'article scientifique, qui est fondamentalement pour exprimer une idée. C'est d'abord asservir notre imagination à notre emprise pour résoudre un problème chez le client. Donc, je vous donne quelques indices. Si ce que vous faites n'a pas d'unité physique, comme l'argent, l'énergie, le temps, la pénibilité, le soin, peut-être que vous êtes sur la mauvaise voie. Je vais vous donner encore un autre indice. Si vous avez un data scientist dans votre équipe qui commence à parler d'air sous la courbe précision recall, c'est-à-dire une expression qui n'est pas française pour des humains normaux, et qu'on commence vraiment à s'éloigner du monde du problème des entreprises, alors c'est mauvais signe. C'est mieux si cette personne est en train de dire « je suis en train d'optimiser l'énergie ». Je suis en train de minimiser les pertes en argent. Je suis en train d'augmenter les gains en argent. Vous voyez, là, d'un coup, on comprend, à travers toute la hiérarchie de l'entreprise, pourquoi nous sommes en train de faire de l'intelligence artificielle. Donc, notre travail chez Probable, c'est de se mettre un peu entre les deux, entre l'excellence scientifique, dont nous sommes les héritiers de Myria, et le pragmatisme de l'entreprise que nous voulons à tout prix satisfaire. Donc voilà, il y a ce pont entre les sciences et l'entreprise, et je crois que c'est notre ADN, fondamentalement. D'où ça vient tout cela? Il y a un mathématicien du 19e siècle, allemand, qui s'appelle Jacobi, et qui nous aide à justement exprimer un problème scientifique dans le cadre d'une entreprise. Il a ce principe de inverser, toujours inverser. Donc je vais vous donner un exemple que Charlie Munger, en haut à gauche de l'écran, donne aussi. Si vous vous occupez des aviateurs et que vous vous occupez notamment de la prévision météo pour protéger la sécurité des pilotes, la question qu'il faut se poser, c'est la pire question possible, d'abord. La question qu'on peut se poser, c'est comment tuer ce pilote. Donc, vous voyez, c'est un principe d'inversion. En fait, il y a deux façons de tuer un pilote dans un avion. D'abord, il y a la glace qui va bloquer les moteurs et va faire que le pilote va mourir. Et aussi, il y a un autre sujet aussi, j'ai regardé un peu la question, si ça vous intéresse, comment ce pilote va se retrouver au milieu de nulle part, avec pas assez de carburant pour atterrir sur une piste d'atterrissage normale. Donc, vous voyez, de cette façon-là, on commence à comprendre qu'il y a une réalité derrière les IA que nous faisons. C'est d'abord comprendre les pires scénarios d'abord,
leur donner une unité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et utiliser de la méthodologie, qui est la deuxième grande caractéristique de scikit-learn de son ADN, de comprendre comment on fait pour entraîner une IA, valider cette IA avec les différents hyperparamètres qu'on va régler ensemble dans le cadre asservi de l'intérêt de l'entreprise, et enfin l'inférence qui va exécuter les algorithmes. Et dans ce contexte, nous avons la fierté d'avoir inventé un produit qui s'appelle Score et qui accompagne les laboratoires de recherche et surtout les entreprises à réaliser ces 3 tâches. Donc, comment on fait pour structurer les imaginations débordantes des scientifiques pour les ramener à la réalité et résoudre un vrai problème dans le contexte de l'entreprise. Voilà un peu comment, avec notre méthodologie, nous aidons les entreprises en intelligence artificielle en utilisant le plus possible la donnée la plus exclusive des entreprises pour leur faire un avantage compétitif finalement. Encore un exemple de notre méthodologie. Il y a un objet qui existe, qui est au départ académique, mais qui est très, j'allais dire, cruellement important dans une entreprise, qui s'appelle la matrice de confusion. Donc nous avons tous subi une pandémie internationale récemment, et je trouvais que c'était une bonne analogie de regarder. Vous fabriquez un test médical, il y a des patients qui sont malades, des gens qui sont sains. Qu'est-ce qui se passe dans les 4 scénarios que j'ai illustrés dans ce tableau ici? On peut correctement détecter la maladie, provoquer des fausses alarmes, rater un malade en disant qu'il est sain et dire à quelqu'un qui est sain qu'il est sain. Vous voyez? Et donc finalement, il y a 2 caricatures de bons algorithmes. Il y a, pardonnez-moi la référence à Marvel, il y a d'abord Hulk. Donc effectivement, Hulk, il a ce qu'on appelle un bon rappel parce que il va vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses alarmes. Il va tout casser. Il va dire que tout le monde est malade et au moins, en fait, il fait des erreurs parce que du coup, les gens sains seront quand même considérés comme malades. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je sais pas. Mais en même temps, il va récupérer tout le monde. Et de l'autre côté, il y a Hawkeye qui est un archer avec une superbe précision et qui va s'intéresser qu'aux personnes malades et essayer de rater le moins possible. Donc, vous voyez, il y a ces 2 façons d'être bon en algorithmie, en intelligence artificielle. Et le but, évidemment, la perfection, c'est d'avoir un Hulk Hawkeye en même temps, c'est pas possible, mais au moins que le manager, qui est la personne qui fait pas de l'IA, la personne la plus éloignée de l'IA, j'insiste là-dessus, qui est vraiment au cœur du problème de l'entreprise, regarde cette matrice-là dans son cas à elle, et regarde les différents scénarios et les conséquences pour ses clients et pour l'entreprise. Quels sont les enjeux? Contempler cette matrice pour mieux manager en quelque sorte ces chercheurs et ces data scientists en entreprise. Voilà encore un autre exemple pour la détection de fraude que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc là encore, qu'est-ce qui se passe quand il y a un fraudeur? Il y a la bonne détection, il y a la fausse alarme, il y a une lassitude de dire à quelqu'un d'honnête qu'il est malhonnête. Par exemple, avec un test, il va peut-être partir. Il y a le raté, donc là c'est encore une perte. Vous voyez, je vous parle pas d'algorithme là, mais je vous parle d'intelligence artificielle. Je suis en train de vous dire, il faut regarder ces problèmes-là pour comprendre comment dans l'entreprise on va utiliser l'intelligence artificielle et mieux la gérer. Encore un exemple dans le cas de la santé. Donc ça, c'est un cas réel. Nous avons estimé à partir d'images médicales une concentration de troponine. Donc j'ai dû parler à des gens qui ont un savoir que je n'ai pas du tout dans la santé. Et donc là, on s'est concentré sur l'erreur. Je reprends l'exemple de tout à l'heure avec Jacobi. Quel est le pire scénario possible? Là, en fait, on voit, et donc ça, c'est quelque chose qui a été construit en collaboration avec des gens qui n'ont pas du tout un savoir en intelligence artificielle. C'est vraiment de la médecine et de l'intelligence artificielle en même temps. On est dans des sciences appliquées. En fait, on observe que le même excès d'estimation d'une concentration de troponine n'a pas du tout les mêmes conséquences pour le patient. D'un côté, on va peut-être l'emmener à l'hôpital pour rien. Bon, c'est dommage. Mais ce qui est pire, c'est qu'il meurt parce qu'on a sous-estimé cette concentration. Donc la même différence, qui est mathématiquement la même, n'a pas du tout le même impact sur les patients et on comprend qu'il va falloir injecter le maximum de non-IA pour la meilleure IA possible. Comment on fait pour être à l'écoute de l'entreprise et du problème pour produire la même intelligence artificielle? Je me permets de dire que dans ce cas-là très précis, l'intelligence artificielle doit savoir ces différents scénarios pour l'intérêt du patient. J'ai bientôt fini ma petite partie. Encore une fois, j'essaie de développer un bon sens presque paysan pour produire la même IA possible. Les meilleures données, c'est vraiment crucial. Chez Probable, nous passons du temps
avec les clients. On passe 3 jours entiers en atelier pour comprendre avec le client ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'informatique. Si c'est des médecins, on va parler de médecine. Si c'est de l'industrie, on va parler d'industrie. On va parler des conséquences des erreurs sur l'entreprise et sur leurs clients. On va essayer de comprendre les données, leur nature, leurs origines. Est-ce qu'il y a des biais? Et encore une fois, on ne parle toujours pas d'intelligence artificielle, on parle du problème du client pour produire ensuite la meilleure intelligence artificielle. Et enfin, c'est toujours bien lorsqu'il y a une unité, un KPI, pour mesurer les progrès de nos algorithmes. Donc, on va encore une fois commencer avec le moins d'intelligence artificielle possible pour ensuite concevoir la meilleure intelligence artificielle au service du client. Là, je vais bientôt passer la parole à Nicolas. On va essayer de protéger les connaissances aussi. Là, j'essaie d'avoir un peu de recul par rapport à ce que nous produisons. Il y a une frénésie dans les publications que vous percevez sans doute au sujet de l'intelligence artificielle. Et je crois que c'est intéressant de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle en entreprise? Il y a les statistiques, il y a les raisonnements logiques. Et je suis assez fier d'avoir rejoint Probable parce que nous embrassons ces deux composantes. Il y a effectivement les LLM qui ont vraiment une actualité incroyable. Il y a le deep learning qui était la mode juste avant. Nous sommes en train de voir un peu tout ce qui se passe. Et puis il y a aussi les approches qui sont déterministes et qui fonctionnent pour de vrai aussi. Je parle du knowledge graph, la structuration des connaissances. Et je dois dire qu'en hybridant tout cela, je me suis rendu compte, à force d'échanger avec Gaël, Yann et Nicolas, que c'est la première fois que je fais un choix professionnel qui a une dimension politique. J'ai normalement un peu de pudeur par rapport à ça, mais j'ai l'impression que avec tout ce qui se passe dans le monde, Yann en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose à faire en termes de souveraineté, en termes d'open source, et je crois qu'il y a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Enfin, si on a un petit point de vue français et historique, j'ai eu l'impression aussi en rejoignant Probable, et c'est pour ça que je suis vachement fier d'être là, il y a un lien philosophique qui date des Lumières. Finalement, la première fois que j'ai regardé Scikit-Learn, j'ai regardé la doc. Je me suis dit, waouh, il n'y a aucun effort de vulgarisation. On a vraiment tout écrit. Et de ce point de vue-là, c'est très similaire à l'encyclopédie. Dans le sens où si vous lisez aussi les chapitres de l'encyclopédie du XVIIIe siècle, tout est vraiment très expliqué. Il y a un effort d'ailleurs, en grec, l'encyclopédie, c'est l'encerclement des connaissances. On essaye d'avoir une trace écrite accessible à tous. Et ce qu'apporte encore plus l'open source dans le cadre de tous les projets que vous voyez à l'écran, c'est que aussi, non seulement à la lecture, c'est accessible à tous, mais aussi en écriture. Il y a un très joli système où en fait, que vous soyez péruvien, cubain, français, avec aucune affiliation, si vous soumettez un morceau de bonne qualité, il y aura vos pairs en sciences qui vont valider ce morceau de code. Et donc, il y a un espèce d'effort international que d'un point de vue humaniste, nous pouvons saluer et qui, je crois, est en lien avec cet élan philosophique qui date du XVIIIe siècle. Bon, sur ces grandes envolées lyriques, je vois que Gaël se moque un peu de moi. Je vais passer la parole à mon chef direct, Nicolas. Merci Warit pour cette transition toute trouvée. Moi, je vais vous parler un petit peu du problème principal de l'IA en général, c'est la question des données. On sait que c'est un sujet qui est fondamental et qui fait souvent en fait une grande partie de la qualité du résultat des traitements qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans des process de données et notamment des algos d'IA. Donc, on parle depuis quelques années maintenant d'urbanisation de systèmes d'information. Alors, urbanisation, il faut vraiment l'entendre au sens de la création de voies de communication, de routes, de ponts qui vont permettre en fait à la donnée de circuler mieux dans l'entreprise. Effectivement, en fait, on a un contexte historique qui fait que depuis les années 90, on a eu une numérisation massive des données textuelles, pas seulement, des données son, vidéo, etc. Ça a duré, la France était d'ailleurs championne dans cette discipline pendant une bonne décennie. Dans les années 2000, on avait commencé à avoir des applications apparaître, on a commencé à faire des intranets, on a déployé des applications de web social, des réseaux sociaux d'entreprise, des CMS, on a déployé beaucoup d'outils, des CRM, des ERP.
Et en fait, on s'est aperçu que la multiplication de ces applications sur les services informatiques des entreprises multipliait les sources de données, mais on a perdu quelque chose dans cette dématérialisation. On a perdu la maîtrise de ces données, puisqu'en fait, chaque outil imposait son propre modèle. Et depuis les années 2010, plus particulièrement, on se rend compte qu'il faut organiser ces données parce qu'on a constaté une perte de la maîtrise de cette connaissance. Donc là, par exemple, je vous ai mis un slide qui reprend grosso modo un exemple de ce qu'on appelle un ESB, un Enterprise Service Bus, où on voit toutes les applications qui sont déployées pour différents types d'activités au sein d'une entreprise. Ça peut être pour la gestion des factures, ça peut être pour le e-commerce, ça peut être pour l'échange de données sur le web, ça peut être pour la partie communication web sociale, ça peut être pour le stockage, ça peut être pour l'échange de fichiers, ça va être pour l'échange de messages entre applications. Il va y avoir tout un tas d'applications métiers qui vont être développées pour la gestion des projets, des contrats. Et puis tout ça va être organisé de façon plus ou moins hétérogène dans les entreprises. Mais pour moi qui travaille dans ce secteur-là, en tout cas, mon histoire avant d'être chez Probable était de travailler sur la donnée en entreprise dans une autre société que j'avais créée. En fait, on se rend compte à quel point le paysage industriel français, et je pense international, est encore en train d'essayer de reprendre la main sur cette réalité qui est la fragmentation de la connaissance, la fragmentation de la donnée, et finalement cette perte de maîtrise qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de data scientists passent les chiffres disent que c'est entre 45 et 80% de leur temps à traiter le problème de la donnée et du croisement de celle-ci. Donc, une des conséquences de cette multiplication des applications, c'est ce qu'on va appeler l'infobésité, hein, la fameuse règle des 3V puis des 5V du big data. On a la multiplication des données, la multiplication des formats, la multiplication des modèles, des supports. On peut avoir des choses qui vont être stockées sur un disque réseau, dans SharePoint, d'autres qui vont être dans un drive à l'extérieur. On va en avoir qui vont être sur une base de données, sur des sources externes d'API. On va en avoir qui vont bouger beaucoup. On va en avoir qui vont être statiques, voire figées, qui ne vont pas être suffisamment remises à jour. On va avoir énormément en fait, d'hétérogénéité au sein du traitement et de la gestion des données de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a un vrai problème de gestion qui est critique finalement pour le monde de l'entreprise et pour créer de la valeur à partir de cette donnée, puisqu'on est là pour parler justement de la façon de transformer l'art et la science des données en performance pour l'entreprise. La matière première de cette performance, ça reste la donnée, et cette donnée aujourd'hui, elle est fragmentée et très complexe à traiter pour des gens qui ne sont pas experts. Donc la conséquence, c'est si on considère que l'espace informationnel, comme je vous l'ai dit, c'est un espace comme un autre, au même titre que l'espace urbain, ça crée de la désorientation. On ne sait plus comment aller chercher la donnée, on ne sait plus comment la croiser, on ne sait plus comment finalement la rendre opérationnalisable. Pardon. Et cette perte de maîtrise, finalement, c'est une perte de connaissances métiers. Ça pose d'énormes problèmes de performance organisationnelle. On a des entreprises qui passent énormément de temps à gérer des classeurs Excel en faisant des extractions de données de telle base, de telle source, et qui finalement ont du mal à rendre ça efficace. Par exemple, on a un de nos clients potentiels bientôt qui s'appelle DPD, qui est un transporteur qui extrait des données en tableau Excel de son trafic de colis et qui essaye de prédire en fait le trafic de colis des prochaines semaines, prochains mois, en faisant des projections sur des données qui sont extraites de différentes sources dans des tableaux Excel. Ils font ça à la main. C'est quelque chose qui existe un peu partout aujourd'hui dans le paysage industriel. La conséquence numéro 2, c'est le problème de ce qu'on appelle des silos de données. Les silos de données, c'est le fait d'avoir ces bases qui sont finalement qui sont liées à des applications métiers, qui répondent à un problème métier précis, mais par contre, qui n'ont pas été prévues pour répondre à des questions nouvelles.
Et donc, on a des données qui sont modélisées d'une certaine façon, mais finalement qui sont assez difficiles à manipuler pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, ces silos de données, on essaye de faire ce qu'on appelle de l'interopérabilité de données, c'est-à-dire d'être capable de croiser des informations qui viennent d'ailleurs, de fusionner les modèles, de les aligner pour finalement réussir à faire quelque chose de nouveau avec. Donc, les silos de données, aujourd'hui, c'est un vrai souci aussi en entreprise et ça pose un problème, notamment de vision d'ensemble de la donnée. La plupart des gens sont experts d'une application, d'une base, d'une compétence, mais vont avoir du mal en fait à avoir une vision d'ensemble sur toutes les données qui sont présentes dans l'entreprise et ça va représenter un frein à l'innovation. Le frein à l'innovation, c'est le fait d'avoir des difficultés à poser des questions nouvelles. Avant la numérisation, on avait des centres de documentation, on avait des documentalistes qui centralisaient finalement la connaissance de l'entreprise, qui centralisaient des rapports d'activité, des publications scientifiques, des livres, etc. Et ces gens-là faisaient finalement ce lien, cette vision d'ensemble qu'on a perdu aujourd'hui. Donc la réponse de l'industrie à ça, oui, ça j'en ai déjà parlé, donc l'organisation et l'accès à la donnée de qualité, c'est un facteur clé de succès pour un projet d'IA, 45 à 80% du temps pour organiser les données. Voilà. Donc les solutions que l'industrie a trouvées pour régler ce problème d'hétérogénéité, d'éparpillement de la donnée, ça a été d'abord de faire ce qu'on appelait des data warehouses. C'était des grosses bases de données finalement qui recevaient des extractions d'autres sources et qui les agrégeaient dans un modèle précis et qui permettaient en fait d'alimenter des outils de business intelligence comme Power BI, etc. Et on s'est rendu compte que ça posait des problèmes à un moment. Donc on a inventé une autre solution qui est la solution du data lake qui est plus déstructurée et qui en fait est une solution un peu de fourre-tout. Donc le data lake, c'est ce que j'appelle la stratégie du bac à sable. On a quelque chose de faiblement structuré. On peut mettre potentiellement n'importe quoi dans un data lake. On ne va pas contrôler les données en entrée. On va les laisser s'inscrire avec un modèle très léger, voire pas du tout de modèle. Et on va compter sur l'IA finalement pour créer de la structure a posteriori dans ces données. Le problème, c'est que si la qualité des données en entrée est mauvaise, on risque d'avoir de mauvais résultats ou de faire dire à la donnée des choses qui sont fausses. Et donc, c'est parfois beaucoup de calculs pour faire des choses qui auraient pu être beaucoup plus économiques à faire en amont. Et en fait, c'est une espèce d'approche qui est très probabiliste, qui est très statistique, puisqu'en fait, on compte sur les mathématiques pour résoudre le problème après, plutôt que de le traiter avant. Le data warehouse, c'est une autre stratégie, c'est celle du collectionneur, où on va chercher à avoir quelque chose de très structuré. On va contrôler l'écriture pour s'assurer que les données vont être écrites d'une certaine façon, donc on a une bonne qualité des données. Par contre, c'est difficile à faire évoluer parce que le modèle de données est plutôt, en général, assez figé. Et par contre, on va avoir besoin aussi de quelqu'un qui est expert de ce modèle pour récupérer de la donnée ou pour faire quelque chose de nouveau au sein de ce data warehouse. C'est pour ça qu'on a une approche un petit peu différente chez Probable. En fait, on fait une approche d'urbanisation qui va mobiliser une autre technologie, qui est une technologie qui s'appelle le Knowledge Graph, qui est une technologie qui est issue du W3C et donc qui a servi de base pour la création du web de données. Donc, c'est quelque chose qui, dès le départ, a été pensé pour modéliser la connaissance universelle, puisque potentiellement n'importe quel organisme, n'importe quelle institution est capable de modéliser ces données et ces connaissances sous la forme de knowledge graph. Donc un knowledge graph, qu'est-ce que c'est? C'est des objets, des classes qu'on va définir, par exemple des personnes, on va définir des lieux, on va définir des types, on va définir des événements, des dates, et on va essayer de lier tout ça avec des relations qui sont des relations typées. Donc ça va donner au final un graphe. Et l'avantage, c'est que sur ce graphe, on va être capable de faire du raisonnement. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire si une roue de voiture est accrochée au châssis et que le châssis est dans la voiture, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une inférence logique. Et donc, un raisonnement logique pour déduire que la roue est dans la voiture. Si quelqu'un est le frère si Pierre est le frère de Jacques et qu'ils ont... que Jacques a un fils, alors Pierre va devenir son oncle. Et inversement, l'autre va devenir son neveu, etc. On va être capable de faire des raisonnements logiques qui ne vont pas forcément s'appliquer sur des algorithmes statistiques complexes, mais on va pouvoir enrichir la donnée
Et évidemment, on va pouvoir enrichir la donnée qui est également la donnée appliquée au secteur de l'entreprise. Donc, l'avantage du Knowledge Graph, c'est que c'est quelque chose qui est assez faiblement structuré, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on exprime ces données sous forme de phrases assez simples, ce qu'on appelle des prédicats, donc un verbe, un sujet, un verbe, un objet, on va pouvoir intégrer ces données dans un Knowledge Graph. On va pouvoir faire du typage a posteriori, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très structuré en amont, mais on va pouvoir le structurer a posteriori, on va pouvoir faire de l'ingénierie de modèle par-dessus. Ça permet de faire aussi des extensions au fur et à mesure. Quand on a la problématique métier qui va s'affiner, on va rajouter du typage sur les données. C'est un standard ouvert du W3C. C'est relativement facile à faire évoluer, même si ça nécessite quand même des compétences techniques. On a cette capacité de faire du raisonnement logique dessus. Par contre, c'est quelque chose qui est assez peu connu du grand public. On a assez peu, finalement, c'est resté assez confidentiel pendant quelques années. Ça n'a pas forcément bien pris sur le web de données parce que la plupart des développeurs web n'avaient pas envie de se familiariser avec ces technologies. Ils voulaient rester dans un univers JavaScript familier. Donc, ça n'a pas percé tel que le W3C l'imaginait à l'époque. Par contre, ça n'invalide pas la pertinence et l'utilité de cette technologie. Et on a une difficulté aussi à distribuer ces données parce que comme c'est un graphe, c'est très fortement connecté. On a une difficulté native à distribuer ça sur plusieurs machines et à requêter ça de façon efficace. Par contre, si on arrive à contenir le volume de ces données et à les centraliser sur une machine assez performante, on peut vraiment réussir à faire une cartographie de la connaissance métier. C'est ce qu'on fait quand on fait ce qu'on appelle un Enterprise Knowledge Graph. Donc, on va prendre toutes les données d'un ESB, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va en extraire les métadonnées les plus pertinentes et on va les agréger dans un graphe de la connaissance de l'entreprise et on va structurer ça de façon à ce que toutes ces données soient interrogeables en un seul et unique point. Ça va faire vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est ce fameux lien intelligible, interrogeable, actionnable en entreprise. Le processus de construction est assez simple. On va extraire des données de différentes sources. Ça peut être des données internes, mais ça peut aussi être des données externes de l'entreprise. On va les structurer sous forme de graphes. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer un modèle pivot, un modèle qui va centraliser l'information. On va utiliser les capacités de raisonnement pour rajouter des liens, pour enrichir ces liens. Et ensuite, on va faire une phase d'analyse. Donc, c'est là, en fait, où on utilise des techniques d'IA qui vont venir enrichir le graphe. Par exemple, on va extraire des concepts du texte. On va détecter des structures qui vont être proches par de l'analyse vectorielle. On va être capable de prédire des alignements. On va être capable de faire de la recommandation. C'est-à-dire que la technologie de graphe va s'hybrider finalement avec les technologies plus mathématiques, plus statistiques, de façon à créer une connaissance supplémentaire à partir de ce qui était ingéré au départ. Et on va republier ça sur différents supports. Ça peut être des dashboards, c'est-à-dire quelque chose de graphique, de visuel, sur lequel des décideurs vont pouvoir avoir une aide à la décision. Ça peut être sur des agents conversationnels, dont je vous parlerai tout de suite. Ça peut être de la cartographie ou de la recherche sémantique. Ça peut être tout simplement de republier la donnée pour la mettre à disposition de quelqu'un d'autre, comme des clients, des fournisseurs, etc. Quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le GraphRag. C'est le fait d'être capable d'augmenter un LLM, un agent conversationnel, avec un knowledge graph ou un graphe. L'idée, c'est d'appuyer finalement un modèle statistique de langage naturel comme un LLM sur une base de vérité. Et plus cette base de vérité est structurée, plus cette base de vérité est riche, plus elle est intelligente, j'ai envie de dire, plus les réponses du LLM vont être pertinentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette capacité de coupler un LLM à un knowledge graph et donc de poser des questions au knowledge graph en temps réel et d'avoir une réponse en langage naturel. Donc, on va poser une question en langage naturel, on va avoir une réponse en langage naturel. C'est quelque chose qui a été démontré dans des projets récents, notamment avec INRIA, dans le secteur de la chimie, avec l'Institut de chimie de Nice. Et c'est quelque chose chez Probable qu'on ambitionne de pousser fortement dans les prochains mois. Je vais vous illustrer tout ça par un cas d'usage client, par deux cas d'usage client, qui sont assez représentatifs de ce que je vous ai dit à propos de l'Enterprise Knowledge Graph. Donc, le premier, c'est l'IRD. Donc, l'IRD, c'est l'Institut de recherche et développement qui est financé par la Banque mondiale et qui s'est rendu compte qu'elle avait un problème de maîtrise de sa donnée
notamment pendant la pandémie, où le gouvernement lui a dit « Mais où sont vos experts en coronavirus ?» Et l'IRD, qui est un réseau de chercheurs partout dans le monde, avec des experts en beaucoup de choses, leur a dit attendez, bougez pas, donnez-nous quelques jours et on vous dit ça. Et au fait, au bout d'une semaine, ils étaient incapables de dire qui étaient leurs experts en coronavirus. Donc, ils ont fait appel à nous pour structurer leurs connaissances et donc être capables de faire cette agrégation, de savoir quelles compétences étaient présentes où, dans quel projet, dans quelle partie du monde, sur quelle thématique de recherche, etc. Donc, on leur a fait ce qu'on appelle l'IRD Graph, à savoir l'urbanisation d'un système d'information. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est qu'ils avaient pris la peine d'illustrer leurs besoins à travers des petits graphiques comme ça, où en fait, ils montraient le parcours du combattant que c'était pour eux avant pour aligner de la donnée. Et donc, ils étaient N fois obligés de faire un saut de haie pour aller demander aux gens, d'aller chercher dans les documents, d'appeler des gens au téléphone pour finalement agréger de la donnée dans des tableaux Excel sans vraiment réussir. Et donc, l'idée de faire ce hub de données, c'est d'avoir tout en un et donc de lier les données, les articles, les projets, les partenaires, le personnel en un seul et même outil. Leur premier use case, c'était connaître la production des projets scientifiques à l'IRD, donc savoir quels chercheurs avaient travaillé sur l'amélioration, par exemple, de pousses de riz, d'être capable d'interroger ce hub de données en langue naturelle et d'avoir des résultats filtrés, de pouvoir avoir en fait ensuite une analyse de la production scientifique chiffrée, quantifiable, mesurée. Leur besoin aussi, c'était de connaître les compétences à l'IRD, notamment, je vous ai dit, c'est les fameux chercheurs en coronavirus. Si on a un modèle de compétences qui est assez précis, qu'on peut analyser des publications scientifiques et structurer tout ça sous forme de graphes de connaissances, on peut faire une cartographie de la compétence en entreprise qui va ensuite devenir actionnable pour savoir comment créer des groupes, par exemple, dédiés à des problèmes ou des thématiques innovantes, pour savoir orienter les gens vers les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, les bons partenaires, les bons clients, etc. etc. Donc, notamment la recommandation aussi de projets, de personnes pour répondre à des besoins stratégiques pour l'entreprise. Le troisième besoin, c'était identifier des collègues pour la collaboration. Ça revient finalement à identifier la compétence, mais ça permet de favoriser l'intelligence collective dans l'entreprise. Donc, on leur a fait en fait un moteur de recherche, ce qu'on appelle un moteur de recherche exploratoire, c'est-à-dire qu'on a tout agrégé dans un graphe. Ce graphe a été mis a été rendu accessible dans une API. On a développé une interface de recherche par-dessus et on voit qu'on a agrégé 6 sources de données pour réussir à faire ce travail. Et on a utilisé des algos d'alignement qui se basent sur le machine learning, des algos de NLP pour faire de la notation automatique des documents, etc. Et on a la possibilité donc de requêter tout ça en langue naturelle ou de façon géographique une fois que ce traitement a été fait. Donc là, on a vraiment rendu la donnée de l'entreprise qui était éclatée, hétérogène, on l'a rendue accessible, actionnable et on l'a instanciée dans une interface de recherche qui est certes une interface graphique, mais en fait, à court terme, on pourrait imaginer tout à fait rendre ça interrogeable par un agent conversationnel et donc avoir la possibilité de parler en langue naturelle à la connaissance de l'entreprise. Un deuxième projet très récent qu'on a sorti mardi dernier, qui s'appelle Archipel, qui est fait avec l'Institut de recherche en archéologie préventive. C'est exactement la même problématique, mais appliquée à l'archéologie. On avait l'INRAP, qui est l'institut qui intervient sur tous les chantiers de fouilles quand on trouve des vestiges archéologiques sur un projet de construction. On a des archéologues qui interviennent, qui font des fouilles pendant 2-3 semaines et qui, potentiellement plus, qui immobilisent le chantier. Donc, ils doivent intervenir très vite. Et à l'issue de ça, en fait, ils font des rapports de fouilles. Ces rapports de fouilles sont des gros PDF de 300 pages dans lesquels, en fait, il y a la liste des intervenants, les coordonnées géographiques, tout le mobilier archéologique qui a été sorti de ce projet de fouille. Il y a le dessin dans une carte des tranchées qui ont été faites. Il y a des liens qui sont faits avec d'autres projets. Il y a des publications scientifiques. Donc, c'est une vraie source de connaissances, sauf qu'en fait, ils n'avaient pas la culture technologique qui leur a permis de mettre tout ça dans une base de données bien structurée. Et donc, après 20 ans de rapports de fouilles, ils se sont rendus compte que c'était une vraie valeur précieuse. Il y avait un vrai trésor, en fait, dans ces données-là. Et ils ne savaient pas vraiment comment les exploiter.
Et donc, le projet Archipel, c'est la possibilité finalement de récupérer de la connaissance de ces rapports de fouilles, de croiser ça avec des données RH, notamment pour retrouver les chercheurs, les scientifiques qui ont travaillé sur ces fouilles, sauf que les scientifiques, ils ont potentiellement changé d'institut, ils ont changé de nom parce qu'ils se sont mariés, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Et donc, il y a tout un travail d'alignement, de nettoyage, de mise en qualité de la donnée qui est indispensable pour que ce projet, en fait, soit cohérent et qu'on ne dise pas n'importe quoi ou qu'on ne fasse pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a aussi des collaborations avec le CNRS, etc. Donc, le travail a été vraiment d'agréger des données, des publications scientifiques depuis une archive ouverte qui s'appelle HAL. On a des données RH qui sont issues de l'Active Directory, donc c'est une source de RH de l'entreprise. Il y a des projets qui sont dans des bases métiers, il y a des rapports de fouilles en PDF, il y a du mobilier archéologique dans une base métier aussi, il y a un SIG. Et tout ça, en fait, on l'a agrégé de manière à proposer une interface que vous pouvez consulter d'ailleurs, qui c'est archipel.inrap.fr, qui agrège toutes ces données-là. Et en fait, dans ce sens-là, le machine learning a été au centre, a été au service de la création de la connaissance pour l'entreprise. Voilà en gros 2 cas d'usage qui reprennent ce que je vous expliquais à propos du Knowledge Graph. Chez Probable, ça fait partie des choses qu'on fait pour nos clients aujourd'hui. Et on a une équipe interdisciplinaire de gens qui sont experts en Knowledge Graph, mais aussi en Deep Learning, en Computer Vision, en Machine Learning, en Graph Embedding, en LLM. Des gens qui sont là pour justement accompagner les entreprises qui voudraient intégrer des traitements IA comme l'IRD, comme l'INRAP, mais comme d'autres, comme Volpi, qui vont finalement faire appel à nous pour les aider en fait à créer quelque chose d'innovant à partir de données qu'ils ont parfois du mal à structurer et à exploiter efficacement. Je vous remercie. Merci Nicolas. Donc, nous avons couvert évidemment un sous-ensemble des prestations de Probable, mais surtout l'objet, c'était d'évoquer en tout cas les grands enjeux aujourd'hui dans l'entreprise qui, je pense que Nicolas en a fait la démonstration, commencent par la donnée pour évidemment finir par de la donnée, puisque les modèles aboutissent à une création de données également. Donc cet enjeu est majeur et sous-estimé très souvent, trop souvent. Warit a évoqué évidemment les grandes réflexions autour de ces algorithmes, les catégories d'algorithmes. Une des questions d'ailleurs couvre cette notion d'hybridation. Voilà, donc je propose qu'on passe tout de suite dans la phase de questions-réponses. N'hésitez pas à continuer de les déposer. Nous en avons une petite dizaine. Voilà, donc je propose de commencer par la première. Je vais les lire et ensuite chacun d'entre nous répondra selon le sujet. Première question, vous semblez combiner plusieurs types d'IA. Quels sont les avantages, selon vous, d'adopter ces approches hybrides? Nicolas. J'ai une réponse très brève, parce que je sais que Nicolas a une réponse un peu plus poussée. On parle beaucoup d'hallucinations dans les technologies concurrentes de type LLM. Il y a beaucoup de progrès. Je trouve qu'il y a quand même un antidote qui est assez radical, c'est justement le fait d'hybrider les knowledge graph avec les LLM. Il y a quand même des scénarios, je pense à la chimie, je pense à la médecine, je pense à des industries de pointe. On n'a vraiment aucune envie qu'il y ait à la moindre hallucination. Et d'avoir ce que Nicolas a appelé une base de vérité par-dessus, c'est très très rassurant et ça rend juste les choses possibles. Donc voilà, ça c'est un intérêt majeur de combiner des technologies qui sont au départ différentes, mais au service du client. Nicolas, je te laisse répondre mieux que moi. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, on a 2 approches. Enfin, au sein de l'IA, on a des approches qui sont différentes, qui sont issues de traditions différentes. On va avoir des approches logiques, des approches mathématiques. Ces approches, en fait, sont historiquement liées. On avait des philosophes mathématiciens jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. La spécialisation de la société fait qu'aujourd'hui, ce sont 2 mondes qui se parlent de moins en moins. Mais pour moi, ce sont 2 mondes qui sont complémentaires. Et en fait, essayer de modéliser les problèmes du monde avec un seul point de vue, c'est quelque chose qui est assez dommageable, à mon avis, parce qu'il y a un intérêt dans les 2 cas à hybrider ces approches pour être capable à la fois de faire du raisonnement logique, simple, sur des données riche, bien structuré, et en même temps d'être capable d'avoir une approche mathématique
j'ai envie de dire plus bottom-up, c'est-à-dire où on part de la donnée déstructurée, on essaie de trouver des structures dedans, mais avoir une approche finalement top-down avec des gens qui ont une vision du monde claire, une expertise, d'essayer de la formaliser pour rendre un algorithme plus intelligent. C'est une autre approche, et combiner les deux, c'est finalement combiner les deux aspects du monde et du raisonnement et de l'intelligence. Et je pense que c'est dommage de splitter comme ça de façon aussi arbitraire les disciplines. Il y a moyen d'hybrider ces technologies, ces approches pour être plus pertinent, plus performant et finalement plus intelligent. Parfait, merci. Alors, je passe à la deuxième question. En quoi l'open source offre plus de souveraineté à l'entreprise? Alors, la notion de souveraineté numérique est un sujet très particulier parce qu'il n'est pas directement lié au terme de souveraineté militaire, qui est un enjeu assez différent finalement. Le numérique est une abstraction qui traite l'information, et donc c'est assez immatériel. Et très souvent, on parle d'ailleurs de souveraineté numérique au niveau européen. La réalité, c'est que nous n'en avons pas assez, trop peu, trop de dépendance de manière générale. Mais cette notion de souveraineté peut s'appliquer finalement à l'individu. On parle de nos données personnelles, donc le cadre RGPD nous propose finalement un encadrement de la donnée pour que nous ayons plus de souveraineté individuelle, le respect des données personnelles. La souveraineté d'entreprise est un niveau un peu supérieur qui fait que l'entreprise a plus de maîtrise et a la possibilité également de ne pas dépendre sous forme de location, de loyer, des technologies qui sont souvent fournies as a service. Donc la notion d'être en dépendance sur un modèle de location as a service, que ce soit infrastructure as a service, plateforme as a service ou software as a service, crée énormément de dépendances qui font que tout ça se sédimente et on ne maîtrise plus sa marge, puisque l'opérateur derrière peut décider d'augmenter les tarifs à tout moment. Donc, trop de dépendance as a service baisse la souveraineté de l'entreprise. Et enfin, on peut considérer la souveraineté numérique au niveau national et au niveau supranational, comme au niveau de l'Europe. Donc, cette souveraineté est un sujet qui se mesure en termes de dépendance. Et l'open source, précisément, est une approche qui permet à la fois de maîtriser le sous-jacent, le code, de pouvoir l'inspecter, le modifier. Parfois et souvent même, il n'y a pas de licence directement associée au code source. Donc on peut parler aussi de free software, qui était le mouvement initial, mais les quelques centaines de licences qui sont documentées par le site de l'OSI, l'Open Source Initiative, démontrent qu'il est tout à fait possible de combiner du logiciel open source avec des licences qui sont diverses et variées, mais surtout, on fonctionne toujours sur deux jambes. C'est-à-dire que si on a plus de temps que d'argent, alors dans ce cas, on va créer la couche applicative complémentaire de services autour d'un composant open source, qui lui peut être développé au sein d'une communauté à l'extérieur, ou alors on travaille avec des entreprises qui fournissent la dualité, c'est-à-dire la brique open source, plus la couche de services par-dessus. Donc, Probable, évidemment, est une de ces entreprises qui est ce qu'on appelle COS, Commercial Open Source Software Company. Donc, nous travaillons ces actifs. C'est une dualité qui offre à la fois des composants open source dont l'entreprise peut se saisir avec beaucoup d'autonomie sur cette partie-là, et ensuite accompagnement qui va bien avec des services associés sur des couches peut-être supérieures. Donc, l'open source fournit de la souveraineté à l'entreprise, mais aussi aux nations qui adoptent finalement cette posture que j'appellerais openness, qui intègre finalement une philosophie plus large, qui va de l'open science aux open standards, que Nicolas a couvert d'ailleurs dans le cadre des knowledge graph, open standards, open source, open weights, quand on parle d'IA génératif par exemple. Donc cette notion d'openness apporte beaucoup de souveraineté et minimise les dépendances. Voilà pour la deuxième question. La troisième question, le modèle économique est-il celui d'une offre de service autour des usages de scikit-learn? Alors pour répondre à cette question, je vous invite à retourner dans le tab des questions dans lequel j'ai partagé un document synthétique. Probable est un éditeur logiciel qui fournit des briques technologiques open source et qui les maintient
Donc ça fait partie de notre mission d'entreprise, des communs numériques sous forme de code, en l'occurrence. Et nous fournissons aussi des logiciels supplémentaires que Warit a présenté, Score, qui est un composant open source, et un composant qui sortira dans les prochains mois, et qui va être un logiciel délivré en SaaS, mais qui sera aussi consommable avec votre propre choix de cloud, ou alors on-premises, c'est-à-dire dans vos propres infrastructures. Donc cette offre-là va compléter l'offre de scikit-learn, mais pas que, puisque nous attardons sur le sujet de la science des données au sens large. Donc comment faire pour professionnaliser la pratique de data science en entreprise. Donc cette offre-là est une offre d'éditeur plutôt traditionnelle, en réalité. Donc nous avons cette dualité au niveau des briques technologiques en tant qu'éditeur, et nous avons aussi toute une offre de services qui accompagne l'ensemble. Nous n'avons pas évoqué aujourd'hui les certifications et la formation autour de l'apprentissage de ces briques fondamentales. Donc nous avons lancé en novembre dernier la première certification officielle au monde scikit-learn, avec 3 niveaux, et donc vous tous ici pouvez passer un test qui dure 2 heures et qui vous permet de démontrer, de prouver votre niveau de connaissance dans la technologie scikit-learn, qui est assez touffue en réalité. Warit évoquait cette documentation qui est très profonde. Et bien scikit-learn est un outil qui permet de faire énormément de choses, et donc pour prétendre cette maîtrise et peut-être même augmenter ses perspectives d'employabilité en tant que data scientist, eh bien, passer le test n'est pas inutile, au contraire, c'est plutôt une gageure de maîtrise et de compréhension des subtilités de la science des données. Nous avons d'autres offres également, des offres de sponsorship. Nous lançons le mois prochain une offre de support spécifiquement pour aider les entreprises à maîtriser et à dérisquer finalement leur choix d'adopter une technologie, par exemple scikit-learn. Et donc, nous aurons l'accompagnement qui va bien pour répondre à des questions. C'est l'équivalent d'une hotline qui apporte l'assurance de pouvoir traiter des problèmes assez rapidement, puisque les entreprises n'ont pas le luxe du temps long de la recherche ou des communautés open source qui vivent sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus éparse. Voilà, donc notre offre est multiple et nous sommes ravis de toute manière d'échanger pour voir ce que l'on peut faire pour vous. Et ça commence par les équipes de Nicolas avec Warit pour faire un diagnostic des problématiques que vous rencontrez. 4e question. Était-il envisageable de procéder sans levée de capital risque en partant sans contrainte d'exit à échéance? Donc, je propose que Gaël nous parle un petit peu de cette première phase d'incubation, en tout cas de scikit-learn, qui est évidemment barycentrée ou était barycentrée à l'INRIA, à laquelle tu as plus que participé, puisque tu faisais partie des cofondateurs de scikit-learn. Donc, pourquoi est-ce qu'on a basculé? Pourquoi est-ce qu'on a fait évoluer le modèle, déjà? Je peux parler, en fait, je peux nous resituer en 2021, quand les discussions qui ont amené à Probable ont commencé. C'était des discussions avec pas mal de monde, mais dont l'État français. Le constat est que on ne captait pas la valeur de scikit-learn parce que, en gros, on avait des intermédiaires. C'est aussi simple que ça. Des intermédiaires technologiques et pas que. Et donc, le constat est que si on veut réellement pérenniser un objet comme scikit-learn et le pérenniser, pas dans la pauvreté, mais dans la force, eh bien, il faut capter cette valeur et donc il faut ne pas avoir ces intermédiaires. Et c'est ça qui a amené, en fait, et pour ça, donc, on a besoin d'investir, on a besoin de créer des objets qui sont ceux que, la nature des intermédiaires. Donc, c'est pour ça que on a levé des fonds pour créer donc ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui parce que c'est pas encore entièrement annoncé, qui sont les briques manquantes et certaines qui ne sont pas libres, qui vont en fait éviter que notre valeur soit captée par des intermédiaires. Voilà, je sais pas si c'était clair. Oui, merci Gaël. Et en réalité, cette transition s'est faite avec la proposition d'une entreprise d'un type particulier, une entreprise hybride évidemment qui est ancrée du côté des entreprises, c'est-à-dire nous sommes nous-mêmes une entreprise traditionnelle au sens de la structuration, avec une gouvernance particulière, avec une volonté de générer du chiffre d'affaires et des bénéfices. Donc ça, c'est l'entreprise Probable, mais
qui s'inscrit dans un temps long, qui fait que nous ne levons pas des capitaux de la manière classique d'une start-up qui va vers le capital risque, parce que les toutes petites start-up vont itérer et exister dans un terreau où la plupart d'entre elles vont échouer. Nous sommes dans un modèle beaucoup plus calme, beaucoup plus structurant, et c'est pour cela que nous avons des capitaux à la fois publics et des capitaux privés. C'est intéressant le terme capital risque d'ailleurs, puisque aux États-Unis, ce n'est pas capital risque, c'est venture capital. Il y a une subtilité un petit peu différente aux États-Unis, et on peut questionner la notion de risque au niveau des capitaux risqueurs. En tout cas, les investisseurs qui nous rejoignent sont des investisseurs qui nous rejoignent sur le temps long. Et c'est ça la différence. L'État actionnaire travaille sur un temps long. Nous sommes inscrits dans le projet de financement France 2030, dans la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Donc, il y a ici des réflexions moyen, long terme, pas du tout court-termistes. Et les investisseurs qui nous ont rejoints déjà sont des investisseurs qui ont rejoint ce projet de temps long. Et nous travaillons justement pour dérisquer l'ensemble. C'est pour ça que nous avons une multitude de services et de solutions pour accompagner cette croissance. Donc, il était tout à fait possible de continuer. D'ailleurs, Gaël avait mis en place tout un système au sein d'INRIA, par le biais de la fondation INRIA également, pour capter des donations. Mais il est essentiel de s'inscrire aussi dans le monde réel, dans lequel, et dans le monde économique, qui est d'une concurrence inouïe, avec des bouleversements à tous les niveaux. Et donc, il faut aussi s'inscrire dans cette dynamique où nous nous frottons aux besoins des entreprises en combinant nos forces. Et quelque part, l'entreprise est une entreprise duale, puisque nous fournissons à la fois des dividendes financiers par le biais d'une performance commerciale, ainsi que des dividendes sociétaux par le biais de l'open source. Et donc, nous sommes très compatibles avec un futur souhaitable dans lequel il n'y a pas que les dividendes financiers court terme qui définissent la société, mais cette société s'inscrit sur le temps long. Et c'est précisément, je pense, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, avec des projets d'entreprise, des projets de société qui s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long, parce que le court-termisme nous joue des tours. C'est pour cela qu'en fait, ce modèle nous convenait, entre Gaël, évidemment, qui est le senior de l'équipe Scikit-Learn au sein d'INRIA, et je suis le complément de Gaël qui vient apporter ce modèle, et ensemble, ainsi que toute l'équipe, parce que nous sommes aujourd'hui une trentaine avec 14 cofondateurs, nous avons validé ce modèle qui nous convient. C'est un modèle qui est profondément ambitieux et profondément équilibré, ce qui est rarissime de nos jours. Gaël, je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu cet arc et cette continuité. Non, mais je pense que tu as dit des choses importantes, c'est-à-dire qu'il faut inscrire l'open source dans des logiques commerciales, parce que c'est comme ça que marche le monde. Et donc, pour ça, on a besoin d'un ADN différent. C'est-à-dire que nous, on est fort par choix sur des sujets techniques, et on a besoin d'amener d'autres personnes qui sont forts sur d'autres sujets. Moi, si je peux me permettre de rajouter un élément, la plupart du temps, l'open source, c'est quelque chose qui est mal connu de la part des industriels. Ils ont souvent peur de l'open source parce qu'ils ont l'impression que l'open source, ça veut dire gratuit, qu'ils vont être pillés, etc. Alors qu'en fait, non, l'open source, c'est une garantie de portabilité, de pérennité. C'est quelque chose qui protège aussi les industriels contre un enfermement qui peut être provoqué par les gens qui leur vendent ou leur développent des solutions technologiques. Donc, l'open source, c'est pas, il faut pas confondre l'open source avec l'open license, l'open data, etc. Il y a beaucoup de critères, de paramètres dans le monde de l'open data, de l'open science, de l'open source. Et il faut être assez précis là-dessus, parce que ça peut assez rapidement se transformer en avantage pour l'entreprise qui adopte finalement ce genre de solution. Merci Nicolas. Question numéro 5. Vous avez des utilisateurs pour qui la librairie est cœur, mais ces utilisateurs ne sont pas les clients ni les payeurs. Compter sur les professional services, c'est-à-dire l'équipe de Nicolas, me paraît difficile, voire bancal.
question subsidiaire, pourquoi ne pas avoir choisi un modèle économique comme celui du noyau Linux? Alors, il y a deux questions ici, en tout cas une remarque et une question. Donc, je propose que pour cette question-là, j'avais noté, donc je commence à répondre. La réalité, c'est que nous n'avons pas que les professional services, c'est une partie de notre offre. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un éditeur logiciel. La première brique logicielle, en tout cas celle qui est la plus visible aujourd'hui, c'est Scikit-learn, qui est une bibliothèque disponible, téléchargée 2,2 milliards de fois en tout, dont des automates évidemment, 80 millions de téléchargements par mois, dont 22% aux États-Unis, 25% en Chine, 14% en Inde et 3% en France. Donc cette technologie est adoptée par le monde entier. En fait, c'est assez proportionnel au PIB de chacun des pays. Donc, éditeur logiciel, parce que contributeur majeur à cette technologie, qui d'ailleurs bénéficie des contributions de plein de personnes, des contributeurs qui sont des core developers ou des core contributors, même à l'extérieur de Probable, mais nous avons chez nous l'essentiel des forces vives, et éditeur d'un autre logiciel qui s'appelle Score, que Warit a présenté. Et ce logiciel-là s'inscrit dans une valeur de proposition de valeur, pour l'entreprise spécifiquement, pour accompagner les data scientists et les équipes de data scientists. Donc, la question était portée sur l'usage. L'usage de Scikit-learn correspond à peu ou prou la totalité des data scientists de la planète, parce qu'ils l'utilisent, ça fait partie de leur boîte à outils. Donc, ils n'utilisent peut-être pas toutes les minutes de la journée, peut-être pas tous les jours, mais ça fait partie des fondamentaux. Et ces personnes-là sont des prescripteurs et parfois seront des clients de Score. Et ce seront leurs managers, la DSI, ou alors l'équipe responsable de la science des données, qui sera, elle, cliente. Donc c'est ça notre modèle principal. Les autres activités, dont les professional services, la certification, le support et le sponsorship, sont des activités qui sont complémentaires à ces deux piliers principaux. Comme je disais tout à l'heure, nous avons deux jambes. Une jambe qui crée et qui maintient de l'open source, et une jambe qui apporte à l'entreprise des solutions logicielles, bien sûr, avec l'accompagnement qui va bien. Et notre équipe de professional services est assez petite. Donc, nous sommes ravis de commencer à travailler avec vous. Mais ensuite, nous nous appuyons sur des partenaires pour les besoins spécifiques qui nécessiteraient peut-être 10, 20, 30 personnes, des consultants par exemple. Donc, nous avons déjà quelques partenaires avec qui nous travaillons de manière très resserrée, justement, pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, encore une fois, Probable est un éditeur logiciel. Question numéro 7. Quelle est votre vision sur la nouvelle vague de Agentic AI et quel est son impact sur l'industrie? Alors, je propose peut-être que Warit en... Allô? Vous m'entendez? Ouais, je crois qu'on a perdu Yann. Les autres sont là. Bon, d'accord, je vais répondre. Je crois qu'il a prononcé mon prénom, donc je vais répondre. Qu'est-ce que c'est que D'abord, on va essayer de voir ce que c'est que Agentic AI en quelques mots. Moi, j'aime bien faire référence au personnage historique du général Patton. Donc, vous lui demandez de conquérir. Donc, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il était très fort pour la logistique. Donc, on vous donnait une tâche vague. Vous lui dites, en fait, on va reconquérir toute l'Europe. Et donc, en fait, cette tâche-là, il faut la décomposer en plein de sous-tâches. Il faut gérer les uns et les autres. Et en fait, si vous reprenez cette tâche-là en mettant chaque fonctionnalité par des LLM, comment ils interagissent entre eux, vous avez une sorte d'esprit de ce que c'est que l'IA par agent. Donc, effectivement, il y a des grands esprits comme Andrew Ng qui parlent de cela et qui disent que c'est l'avenir. Ce sont des sujets intéressants, mais il faut faire attention parce que suivre très, très immédiatement toutes les modes de l'IA, ça perd un peu de vue l'objectif de ce que vous utilisez au service de l'entreprise. Revenir sur comment on mesure le succès. Est-ce que vraiment on peut classer les méthodes? C'est souvent la meilleure approche. Bien sûr qu'il faut utiliser l'Agentic AI, mais gardez en tête de pourquoi on utilise les outils. C'est quelque chose que j'ai remarqué était parfois oublié dans les entreprises. Donc voilà, voilà ma petite remarque sur ces sujets.
Il me semble qu'on avait oublié la question 6, non? Oui. On n'avait pas répondu à la remarque sur le modèle économique du noyau Linux. Je peux peut-être en parler très rapidement. Il n'y a pas de modèle économique pour le noyau Linux. L'entité qui est derrière le noyau Linux, l'entité principale qui est derrière le noyau Linux, c'est la fondation Linux. Comme le nom l'indique, c'est une fondation. Elle vit de dons de grandes entreprises. Peut-être ce qui est le plus proche d'un modèle économique, c'est Red Hat. Red Hat qui a pris le noyau Linux, mais qui a bâti beaucoup de choses autour, commençant par un gestionnaire de package. Enfin, tout ce que Red Hat a bâti a permis de rendre Linux compatible avec des logiques d'entreprise ou avec des entreprises qui ne sont pas expertes en Linux. Et c'est en fait exactement le genre de choses qu'on a envie de faire à Probable et sur lequel on est en train de travailler, en rajoutant des couches supplémentaires qui rendent scikit-learn plus compatible avec une logique entreprise sans avoir cette très grande expertise. Et pour continuer à filer l'analogie avec le noyau Linux, scikit-learn ne change en rien, reste un objet libre et communautaire, exactement comme le noyau Linux, et plus grand que Red Hat. Et ça, c'est ça qui donne la force à la fois à Red Hat et à l'écosystème complet. Voilà. Merci Gaël. Alors effectivement, il y avait une question 6 à laquelle nous n'avons pas répondu, on les reprend dans l'ordre. Le monde économique ne voit pas le traitement de données qu'à travers le deep learning et maintenant les LLM. C'est faux, idiot, mais réel. Comment allez-vous réussir à créer une traction chez les décideurs aveuglés par ce discours techno-BA? Warit, j'ai une méthode assez radicale parce qu'en fait, dans différentes expériences précédentes, en fait, j'avais ce problème que je pourrais qualifier de techno-push, où en fait, on me parle de la solution à moi au lieu de me parler du problème, alors que mon boulot, c'est de trouver la solution. Donc en fait, il y a une méthode assez radicale. Donc on revient au KPI. Qu'est-ce qui mesure le succès? Et en fait, si la personne veut du LLM, ça dépend les dates, hein. LLM, deep learning, kernel, arbre de décision, enfin il y a plein de modes en IA. Donc en fait, on commence par satisfaire la hiérarchie en question. On met un KPI en face. On dit bah voilà, en fait, on a fait la solution. On a mis le LLM en production. Voilà quel est le score de cette solution pour le problème. Est-ce que maintenant on peut parler du problème? Voilà. C'est comme ça que je résous le problème. C'est que je satisfais les gens, je mets cette ligne-là. Est-ce que maintenant on peut passer aux choses sérieuses? Est-ce qu'on peut vraiment parler du problème et proposer des solutions qui ont maintenant un minimum, qui est celui du LLM, à nous de faire mieux? Donc c'est assez radical comme façon de procéder. Tout le monde est content et après on peut vraiment se mettre au travail et s'intéresser aux sujets cruciaux. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de religion particulière en sciences. Je pense que la religion, c'est pour l'intimité et que les sciences dans l'industrie, c'est vraiment très objectif. On a la chance de pouvoir mettre un nombre pour les solutions. Et donc, par expérience, c'est comme ça que je procède pour convaincre les gens de vraiment travailler sur les sujets en entreprise et ne pas systématiquement céder aux sirènes des publications, qu'elles soient dans la grande presse ou dans les articles scientifiques. Voilà mes éléments de réponse. Alors, pour compléter, ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, cette grande vague de GenAI, qui commence par, non pas le papier scientifique publié par Google en 2017-2018, mais qui commence par une mise à disposition par OpenAI, qui n'est pas open, au fait. OpenAI est une entreprise qui est très fermée, qui ne fournit pas de logiciels open source ni de modèles open weights. Mais OpenAI a réussi à mettre en œuvre quelque chose que tout le monde pouvait adopter, ou en tout cas, tout le monde a pu s'intéresser au sujet. Et très vite, derrière, les capitaux risqueurs se sont dit, voilà, on a l'opportunité de créer le prochain GAFAM. Et donc, il y a eu cet engouement qui est très classique dans la technologie. Juste avant, on avait les blockchains. Et voilà, il y a des grands cycles comme ça qui reviennent et qui s'essoufflent finalement assez rapidement parce qu'on rentre dans le dur. Donc, quand on parle évidemment des décideurs qui eux-mêmes entendent parler de ces promesses qui ne sont pas tenables, ces promesses sont des choses à laquelle ils sont obligés de s'intéresser parce qu'ils sont décideurs et que peut-être
ils vont rater quelque chose. Et donc, ils s'intéressent au sujet et on doit correctement adresser ces questions, qui sont des questions quelque part d'angoisse, qui sont des réactions et non pas une approche très proactive ou en tout cas construite à ce stade. Comment est-ce qu'on peut, comme le dit Warit, traiter le signal entrant en disant attention, là on ne parle pas du problème, on parle de la solution. Donc le technosolutionnisme est rarement la solution. Et donc on doit aider les entreprises à avoir cet échange. Pourquoi pas injecter un petit peu de LLM ici et là aussi pour commencer à appréhender l'objet. Donc on le fait également, mais le cœur de notre expertise en tout cas est sur un objet beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus calme, dont toutes les entreprises ont besoin. Et donc on va revenir sur les fondamentaux. Ça commence encore une fois par la donnée et ensuite on va pouvoir créer des gains de productivité ici et là avec le bon diagnostic. Donc c'est ça la clé, c'est comme ça qu'on réussit. Nous n'avons pas d'angoisse particulière. Ce buzz, ce hype sur la Gen AI va un petit peu s'essouffler pour rentrer dans un cycle beaucoup plus calme, beaucoup plus intégré, même si la science, évidemment, va très, très, très vite. L'engouement a créé quelque chose d'assez inédit, mais dans l'entreprise, on est sur un temps beaucoup plus concret, qui n'est ni long ni court, mais qui doit correspondre à un retour sur investissement assez rapidement. Sinon, le capital s'essouffle, de toute manière. Voilà, donc c'est un petit peu la combinaison de ces facteurs. Il ne faut pas négliger l'intérêt de cet engouement qui fait que finalement, pour les bonnes ou mauvaises raisons, la DSI va s'intéresser à l'IA. Et donc, c'est un facteur qui va amener ces entreprises vers les bonnes questions. Mais on doit les accompagner. C'est notre rôle de traducteur de ce phénomène qui est assez extraordinaire en réalité. Je passe à la question 8. Comment vous recontacter pour voir avec vous une approche data en purchasing, procurement? Donc, je pense que vous pouvez utiliser le chat pour communiquer votre email. Vous pouvez nous trouver tous les 4 sur LinkedIn assez aisément, mentionner ce webinaire et nous aurons le plaisir de vous répondre assez rapidement. Question numéro 9. Il y a également le formulaire en ligne pour contacter les différents services de Probable sur le site probable.ai. Oui, parfait. Merci beaucoup. Contact us. Voilà. Tout à fait. Question numéro 9. Quelle est la cible type de Probable? Grand compte, ETI, PME. Ticket d'entrée pour un projet de base, une simple structuration de données avec un retour business concret. On parle de 10 000 ou d'1 million. Donc, notre cible sur le produit Scikit-Learn, on est sur l'individu, le data scientist, très souvent, parfois même le data engineer, mais on est sur l'individu. Le cible pour l'utilisateur de score sera le manager. Et donc, on commence avec un produit qui s'adresse aux petites équipes qui ont besoin de structurer, formaliser une équipe de data scientists. Donc, plutôt les ETI ou les équipes au sein d'un grand groupe, mais qui sont un petit peu isolés, un petit peu en démarrage d'activité. Donc, nous avons déjà des très grands comptes, mais qui démarrent en data science. Donc, ça s'apparente à une PME au sein d'un grand groupe. Et petit à petit, évidemment, nous allons structurer notre offre pour s'adresser aux plus grands comptes encore. Donc, on est sur un panaché, un portefeuille de comptes qui vont de l'utilisateur individuel, y compris pour la certification Scikit-Learn, jusqu'au grand compte, avec des tickets d'entrée qui sont tout à fait raisonnables, des diagnostics que Nicolas et Warit proposent, qui se chiffrent en TJM. Et nous avons également des offres de services qui sont entre 5 et 6 chiffres annuels à ce stade pour s'étoffer plus tard. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de prestations au-dessus d'1 million chez nous. Nous sommes plutôt en dessous du 7 chiffres, en toute humilité et en adéquation avec notre proposition de valeur à ce stade. En tant qu'entreprise à mission, est-ce que vous sélectionnez vos clients suivant des critères éthiques ou bien vous accompagnez tout type de clients? Nous n'avons absolument aucune réserve en dehors des critères légaux, c'est-à-dire que nous ne travaillerons pas avec des entreprises qui sont dans des pays que la France considère comme hostiles. Il y en a quelques-uns. Nous n'avons pas
d'impossibilités particulières. Les clients ont tous des besoins qui sont relativement génériques. Donc, c'est du cas par cas. C'est surtout une question de trouver l'adéquation avec le produit et le service que nous pouvons rendre. Nous n'avons pas d'agrémentation secret militaire particulier, donc nous ne sommes probablement pas configurés pour travailler avec certains clients, mais petit à petit, nous allons développer des certifications telles que ISO 27001, SOC 2, pour travailler avec certains clients qui ont des exigences particulières. Voilà, donc c'est surtout ça le sujet. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes une entreprise française qui répond strictement au cadre réglementaire européen. Question numéro 11, il n'y en a pas. Mais Nicolas, peut-être veux-tu compléter la question 9 sur le ticket? Oui, en fait, on a plusieurs formules. On a une formule de diagnostic qui est une formule qui prend quelques jours d'expertise sur lesquels en fait on peut intervenir dans vos entreprises pour faire un diagnostic de vos traitements de données, de vos algorithmes IA, et vous proposer en fait ensuite soit directement un rapport d'analyse de diagnostic, soit vous proposer des ateliers de co-conception de traitement et ensuite de réalisation de preuves de concept. Donc ça fait partie des choses qu'on développe actuellement avec Warit. Ensuite, on a des projets qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus conséquents en termes d'investissement de la part de l'entreprise et des équipes aussi de l'entreprise cliente, qui consiste à faire cette urbanisation de système d'information dont je parlais tout à l'heure, où en fait, on va prendre vos données, on va les agréger dans quelque chose qui est un Enterprise Knowledge Graph. On va vous mettre à disposition tout un tas de traitements pour analyser vos données. Et là, en fait, en général, on parle de projets avec plusieurs partenaires. Ça peut être des partenaires qui vont réaliser la partie interface UX et d'autres qui vont réaliser la partie déploiement, infrastructure, DevOps, etc. Et ça, en fait, ce sont des projets qui sont beaucoup plus lourds, sur des durées plus longues. Ça peut être entre 12, 18, 24 mois, selon la taille des projets. Évidemment, on est sur des montants plus élevés. Voilà. Parfait. Merci Nicolas. Je pense que nous sommes au bout. Il n'y a plus de questions. Nous restons évidemment à Très bien. Et voilà. Merci Christian. Merci. Merci à vous. Thématique, hein. Merci à vous pour cette brillante présentation. Moi, ce que je voudrais simplement faire, c'est rappeler pourquoi le jury vous a sélectionné comme champion. Ça sera une forme de synthèse de tout ce que vous nous avez présenté brillamment, hein. D'abord, le jury avait particulièrement apprécié le fait que vous soyez une entreprise à mission et que vous portiez cet ADN de start-up d'innovation avec cet esprit. Ensuite, il avait aussi particulièrement apprécié le fait que l'excellence de l'INRIA puisse donner un développement majeur pour une forme de science des données française, avec cette implication à la fois de l'expertise de l'INRIA et puis de l'organisation que vous avez choisie et du modèle économique, et puis aussi la vision que vous portiez, le chemin aussi de vie de Yann, qui donnait cette quintessence un petit peu à tout le travail qui avait été produit par l'INRIA. Et franchement, ces trois sujets qui avaient été mis en avant par le jury, vous les avez brillamment démontrés au cours de ce webinaire. Et franchement, je vous en félicite et je vous en remercie également. Et bien voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Encore une fois, félicitations pour votre titre de champion. Je veux simplement rappeler que demain, nous aurons notre dernier champion, Candela, donc à partir de 11h. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire dès maintenant. Et voilà, donc il me reste à vous remercier tous les auditeurs pour avoir suivi ce webinaire. Remercier l'équipe de Probable, remercier Catherine pour l'organisation de toute cette dynamique et de toute cette semaine. De vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à demain pour ceux qui seront présents. Et puis, n'hésitez pas à continuer les échanges avec l'équipe Probable et n'hésitez pas à suivre les actualités du pôle systématique.
Merci à vous. Merci. Merci, messieurs. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Excellente journée. Au revoir.